Bonsoir à tous, je suis ravie de vous retrouver pour ce nouvel accès direct. Nous sommes ensemble pendant une demi-heure en direct forcément et voici ce qui vous attend. Nous parlerons du quotidien de 12 collégiens de Saint-Julien-en-Genevois en lice pour le concours « Je filme le métier qui me plaît ». Vous le verrez, ils ont choisi de mettre à l'honneur les femmes à haut niveau de formation et pour cela, ils se sont rendus au CERN. Et puis nous aborderons le thème du service civique dans la région avec Léa Vinel, responsable de la communication Unicité, accompagnée de Maëlle Prost, qui, elle, a décidé de s'engager il y a quelques mois. Enfin, Jonathan Turet me rejoindra sur ce plateau. Papa d'un jeune garçon autiste, il a décidé de courir contre la maladie. Il nous racontera son combat. Mais avant, les titres du JT avec toi, Kim. Et on commence avec des tracts pour convaincre les habitants du Chablais. C'est ça. Donc en fait, ce matin, Jean-Paul Crispy s'est rendu sur place et a pu interviewer certains élus du département qui étaient en train de tracter. Et puis ensuite, on se rendra toujours avec Jean-Paul au refuge de Darwin. C'est ça. Donc cette fois-ci, c'est direction la Suisse, où, comme tu l'as dit, Jean-Paul est parti dans le refuge. En fait, c'est un refuge un petit peu particulier dans le sens où il recueille en fait, des chevaux qui ont été maltraités ou délaissés par leur propriétaire. Merci Kim. Tu reviens tout à l'heure pour la revue de presse, dans quelques minutes. À tout de suite, merci. Et puis, il est temps pour moi de recevoir mon premier invité. Bonsoir, je dis mon premier invité, mais en fait ce sont mes premiers invités puisque Stéphane Robin, vous êtes principal du collège Arthur Rimbaud de Saint-Julien et vous êtes accompagné de Céline Vian. Alors, je te tutoie, hein, tu es vidéaste pour le coup et tu participes au concours « Je filme le métier qui me plaît ». Alors c'est un concours, pour le rappeler, qui a été mis en place par le ministère de l'Éducation nationale et du Travail. Vous êtes retenu parmi les 3 premiers finalistes pour remporter un prix, parce qu'il y a plusieurs catégories dans ce concours. Là, pour le coup, c'est le prix de la communication. D'ailleurs, vous êtes aujourd'hui sur ce plateau, ça peut vous rapporter des points éventuellement. Vous êtes, il y a 3000 projets déposés tout de même dans toute la France. Donc d'abord, félicitations. Merci. Et ensuite, donc, votre film s'appelle Tic Time et on regarde un extrait tout de suite. CQFD, la synchronisation d'horloges électroniques est de mécanismes permettant à 2 systèmes distincts d'être synchronisés. C'est-à-dire d'avoir une différence entre leur temps subjectif le plus court possible. La semaine prochaine, interro sur toute la leçon. Merci, au revoir. Les atomes tournent et ils passent au même endroit, au même moment. Sa synchronisation. J'ai rien compris, ça m'énerve. Mais ne comprenez-vous donc pas? Non. C'est pas compliqué. Les mesures des temps nécessitent d'être coordonnées. Ah bah carrément, alors Ça nous semble clair tout de suite. Bon, venez avec moi, je vais vous emmener au CERN. Céline, tu as un des premiers rôles dans ce film Tic Time. On le voit après, normalement, dans l'extrait. Vous avez rencontré une spécialiste du CERN. Comme je le disais, vous mettez à l'honneur les femmes au niveau de formation. Pourquoi est-ce que vous avez choisi un tel thème? Ça nous permettait de concourir dans 3 catégories différentes. C'est un concours qui se présente sur 13 catégories. Et on pouvait concourir ainsi à 3 concours. Les femmes dans la science, les métiers d'ingénieur, et puis halte aux idées reçues, parce que finalement, les femmes chercheurs au niveau scientifique sont finalement pas si nombreuses que ça. C'est souvent un métier dévolu aux hommes. Donc l'idée, c'était aussi de pouvoir concourir dans cette catégorie-là. Comment est-ce que vous avez écrit le scénario? Comment est-ce que se sont passées les recherches? Les contacts avec le CERN aussi, je suppose que c'est quelque chose qui est assez difficile d'accéder à un tel établissement. Alors sur la partie écriture, je laisserai Céline. Oui. Sur le reste, nous avons contacté une maman d'élève du collège qui travaille au CERN, qui nous a mis en contact avec Sophie Baron, qui est donc l'ingénieure électronicienne chargée de la synchronisation au CERN. Vous savez, c'est le fait que dans l'accélérateur de particules, à un moment les particules se rencontrent, et cette dame-là, elle est chargée de transmettre les informations au capteur informatique.
Donc c'est un métier tout à fait excellent, exceptionnel, passionnant. On a pu la rencontrer pendant plus d'une journée et ça a même été difficile de répondre à l'objectif qui était de faire un film de 3 minutes maximum. Oui, voilà, c'est 3 minutes. Hein, Oui. Il fait un peu moins de 3 minutes. Alors justement, pour l'écriture, tournage et montage, comment est-ce que ça s'est déroulé? Donc pour l'écriture, tournage et montage, on était tous ensemble, donc tout notre groupe. On a travaillé tous ensemble et c'était aussi important. Pour le tournage, on était aidés avec un jeune qui s'appelle Dylan Force, qui vient aussi avec la MJC de Saint-Julien, et pour le montage aussi. Vous avez mis combien de temps à concrétiser ce projet? Alors, c'est un travail de longue haleine. On a dû démarrer vers le mois de décembre. On s'est associé effectivement à des partenaires. Céline évoquait Dylan Force, qui est finalement un jeune du service jeunesse de la commune de Saint-Julien-en-Genevois, sans qui rien n'aurait été possible. On les remercie vraiment. Au niveau du CERN aussi, la participation de Sophie Baron, une professeure d'art plastique du collège qui a ses compétences pour la rédaction, notamment du synopsis et puis des différentes scènes qui fait partie du film, puisqu'elle a joué pour le coup le rôle de la professeure de technologie et qui les a beaucoup aidés. Vous êtes 12 collégiens au total à faire partie de ce projet. Est-ce que ça a créé chez vous des vocations? Je pense que chez certains, ça a créé pas mal de vocations parce que c'est quand même assez intéressant. On a découvert quelque chose dont on n'avait pas l'habitude. C'est pas tous les jours qu'on tourne un film comme ça. Et après, participer à ce concours, c'est sûr que ça aide au niveau de l'orientation. C'est vous tous qui avez voulu, qui avez demandé à vos profs de participer? Oui. En fait, on était tous volontaires. Et pour quelles raisons? Euh, Puisque c'est quand même assez atypique, Oui. si jeune, de vouloir participer, de faire un film. C'est né d'une volonté simple. On organise au collège un forum des métiers. D'accord. Pour ça, on s'associe les parents d'élèves. Il y en a 1350 dans notre collège. Et on se dit que finalement, c'est plutôt pas mal que les parents viennent parler de leur métier aux élèves. Sauf que sur les métiers de l'audiovisuel, on n'avait personne. Donc, ayant connaissance du concours, on est passé dans les classes en leur disant « on vous propose d'y aller. Par contre, si on y va, ce n'est pas pour faire acte de figuration, c'est pour gagner. Comme ça, vous pourrez aller à Paris et rencontrer les professionnels. Et donc, on aura bouclé la boucle pour qu'ils puissent rencontrer des professionnels de l'audiovisuel. » Alors j'allais y venir, le 22 mai, ce sera la remise du Grand Prix, hein, c'est au Grand Rex à Paris, donc c'est pas rien. Ça doit être impressionnant, non? Vous avez hâte? Oui, on a hâte. On a eu des informations de l'organisation avec des gens qui viennent de partout, puisque les lycées français de l'étranger peuvent participer. Il y aura des participants qui viennent de Chine, d'Égypte, de l'île de la Réunion. Et 60 nous, 000, hein, 60 000 collégiens. 60 000 collégiens qui sont concernés au départ. Et puis, eh bien, nous, on fera partie du lot qui sera présent donc, effectivement, au Grand Rex. On peut vous aider Ah oui. à remporter ce fameux Grand Prix. Le lien s'affiche juste en bas. Expliquez-nous comment est-ce que ça se passe. Il faut voter pour vous? Alors désormais, sur le CLAP de la communication, qui est indépendant des autres catégories dans lesquelles on concourt, il y a le CLAP de la com. Et le CLAP de la com, il faut aller sur Facebook, sur la page de « Je filme le métier qui me plaît ». Et là, il y a les 3 films qui sont retenus parmi les meilleurs plans de communication. Nous sommes le 2e. Et il faut, en passant la souris sur l'écran, eh bien, cliquer sur « J'adore » avec le cœur, donc qui correspond à notre film. Et celui qui recevra le plus de votes, entre les j'aime, les j'adore et les waouh, parmi les 3 films qui sont sélectionnés, eh bien, obtiendra le clap de la com. À Paris, vous allez rencontrer des personnes comme Costa Gavras, Oui. qui est un grand réalisateur, encore Jean-Louis Etienne, qui est un célèbre explorateur. Vous allez pouvoir les rencontrer, c'est assez unique. Vous avez des questions à leur poser? Ça viendra. Oui. Oui, il y a également Tina Keffer, journaliste, qui s'est associée. Et puis surtout, parmi les membres du jury, et là, ça va être aussi très intéressant pour eux dans le cadre de leur parcours d'orientation, des grands chefs d'entreprise qui sont également partenaires du concours ou responsables au niveau du recrutement, des ressources humaines, qui font partie du jury. Pour vous, c'est nouveau? Vous n'aviez jamais participé à ce concours avec d'autres élèves? Non, mais avec le dynamisme et l'énergie qui est la leur, on ne peut que continuer. Une dernière question. Mhm. T'es prête à rempiler pour une prochaine édition? Ah oui, moi, il n'y a pas de problème. Ouais. Moi, je veux bien. Eh bien écoutez, merci beaucoup à tous les deux. On remettra le lien dans les commentaires pour aller voter pour vous.
Et puis, je vous souhaite bonne chance. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Je vous laisse rejoindre la régie. Et puis, Kim va me rejoindre pour la revue de presse quotidienne. Kim, je te laisse t'installer et on commence avec un investissement conséquent au Contamine-Montjoie. C'est ça, en fait, c'est le département qui a décidé d'investir 300 000 € en fait, pour la création d'une nouvelle piste de ski de roue. Exactement. Très bien. Et ensuite, on part à Valorcine où certains habitants sont plus civilisés que d'autres. C'est ça, oui, tout à fait. En fait, donc il y a un petit groupe d'habitants qui ont décidé de se réunir et de ramasser en fait les déchets. Donc c'est un petit peu le nettoyage du printemps. Et puis nous, on part à Genève. Tout à fait, à Genève, direction la Suisse. Alors, le canton de Genève a nommé sa nouvelle chancelière. Elle s'appelle Michèle Righetti. Elle est l'actuelle directrice générale adjointe des hôpitaux universitaires de Genève. Elle y travaille depuis 3 ans. Elle est aussi titulaire d'un brevet d'avocat. Elle est la 21e titulaire à ce poste, mais seulement la 2e femme à occuper ce même poste. Elle succède à Anya Gelpa, qui elle est la première chancelière du canton de Genève. Michèle Righetti sera formellement désignée lors de la séance d'installation du nouveau Conseil d'État genevois le vendredi 1er juin. Et on reste toujours en Suisse avec toi. Exactement, où le nom des gares de la future ligne du CEVA qui sont situées sur le territoire de Lancy font un peu polémique. Alors en fait, le département fédéral de l'environnement et des transports avait décidé que les gares s'appelleraient Lancy-Pont-Rouge et Lancy-Bachet. Bingo pour la commune qui voulait absolument être mentionnée dans le nom des 2 gares. Sauf que de son côté, le gouvernement genevois avait choisi les appellations Genève-Pont-Rouge et Genève-Bachet, pas vraiment la même chose. L'Office fédéral des transports a demandé à Genève de tenir compte de la continuité urbaine pour nommer les gares, même si elles sont situées sur des communes différentes. Le département des transports de Genève a quant à lui demandé de nommer les stations selon le nom de la commune où elles se trouvent. Affaire à suivre, c'est pas près d'être démêlé en tous les cas. Merci Kim, je te laisse revenir tout à l'heure pour le rappel des titres. Et puis, c'est l'heure de la rubrique On en parle. Et j'accueille cette fois-ci Léa Vinel. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes responsable de la communication à Unicité Auvergne-Rhône-Alpes. Et Maëlle Prost. Bonsoir. Alors vous êtes volontaire en service civique. Alors pour commencer, est-ce qu'on peut expliquer brièvement, réexpliquer aux téléspectateurs ce qu'est le service civique ? Oui, alors le service civique, c'est un engagement citoyen ouvert aux jeunes de 16 à 25 ans et jusqu'à 30 ans pour les jeunes en situation de handicap. C'est un engagement qui peut durer de 6 mois jusqu'à 1 année sur des missions d'intérêt général, donc pour aider les autres, pour être utile à la collectivité. Et il y a différentes thématiques de missions, notamment sur l'environnement, le développement durable, la solidarité intergénérationnelle, le handicap, la lutte contre les discriminations, enfin diverses missions sur lesquelles s'engager. Alors, solidarité intergénérationnelle, ça vous concerne, Maëlle. Vous êtes donc volontaire en service civique dans ce domaine. Expliquez-nous concrètement, qu'est-ce que vous faites au quotidien ? Concrètement, ce qu'on fait au quotidien, par exemple, là, c'est toutes ces personnes âgées qui sont isolées, du coup, qui, par une faiblesse physique ou par des pertes de liens sociaux, sont isolées chez elles. On vient les voir directement chez elles et on vient passer 1 demi-heure, 1 heure avec elles. On peut discuter, jouer, aller faire des balades en fonction du coup, des possibilités de chacun et des envies. Qu'est-ce qui vous a donné envie d'être volontaire ? Volontaire, c'est dire à un moment, on est toujours en train de discuter de ce qui devrait être fait, de ce qui devrait être, comment ça pourrait être mieux. Du coup, de dire à un moment, ok, je commence quelque chose, je fais un premier pas dans une association qui est déjà bien construite et qui a quand même un cadre. Et du coup, ça permet de faire une première rencontre avec l'autre dans un geste de solidarité. Voilà. Ce projet de solidarité intergénérationnelle, je suppose que c'est un socle à Unicité. Mais est-ce que c'est vous qui aussi participez à l'élaboration des activités, par exemple ? Comment est-ce que... Bien évidemment. Donc déjà, nous, on a fait du porte-à-porte pour aller rencontrer ces vieilles personnes, ce qui est assez difficile, parce qu'il y a une méfiance vis-à-vis de la jeunesse et puis une méfiance qu'on a en vieillissant des autres. Et on fait aussi à côté régulièrement des animations en fonction. En fait, on est dans différents quartiers de Chambéry. On a chacun un quartier qui nous est lié. Et du coup, on fait des animations. Du coup, on essaye de les faire rencontrer, de les faire sortir de chez eux. Donc voilà, il y a le deuxième objectif, de les faire sortir de chez eux et de faire quelque chose vraiment ensemble avec le quartier. Voilà.
Ce service civique, c'est l'application de choses que vous ne pourriez pas forcément faire lors d'un CDD ou d'un CDI, d'un contrat lambda, entre guillemets. En fait, il y a beaucoup d'autonomie qui est laissée aux volontaires. Et il faut savoir qu'à Unicité, ils vivent leur engagement en équipe. Ils ne sont jamais tout seuls sur une mission. Ils sont tout le temps en équipe de 4 à 6 volontaires. Pour les visites, par exemple, à domicile des seniors, c'est plutôt en binôme. Mais après, il y a cette force du coup de l'équipe qui fait qu'ils peuvent monter même les projets dont ils ont envie, mais vraiment en autonomie. Ils sont force de proposition sur les animations qu'ils proposent, sur la méthodologie en fait, de projet au cours des 9 mois de leur engagement. Si demain, imaginons, j'ai une idée que je veux appliquer, je peux venir vous voir et vous proposer ça? Alors, sur un programme spécifique porté par Unicité, effectivement, qui s'appelle Rêve et Réalise, pour les jeunes du coup, qui ont des projets de solidarité qui souhaitent monter, il y a un programme porté par Unicité vraiment qui permet cet engagement et de développer son propre projet. Nous, sur Chambéry et Annecy, on propose vraiment des missions spécifiques donc sur la solidarité intergénérationnelle, le handicap, également une mission à la rentrée prochaine, solidarité migrants, pour accompagner des jeunes migrants dans leur démarche administrative et la découverte d'un territoire nouveau pour eux. Vous cherchez d'ailleurs des volontaires? Effectivement, là, on commence les sélections pour la rentrée prochaine, donc qui aura lieu en octobre. Et donc, on réalise des séances d'information sur Chambéry et sur Annecy, qui durent à peu près 1 heure. Et donc, les jeunes intéressés assistent à ces séances. S'ils ont envie de s'engager, ils peuvent remplir un dossier et après, du coup, ils sont convoqués en journée de sélection, sachant qu'il n'y a vraiment pas de compétences particulières qui est demandée. Le seul critère, c'est la volonté, c'est l'envie de faire quelque chose. C'est ce que je vous demandais, c'est ça. est-ce qu'il y a un profil type pour faire partie du service civique? Au contraire, oui. Non, c'est vraiment, on cherche à créer des équipes dans la diversité, donc à recruter des jeunes de 16 à 25 ans. On dit du bac -5 au bac +5. Et une diversité aussi un peu culturelle et des façons de penser et d'agir différentes pour créer une belle combinaison. Il y a vraiment une dynamique d'être habitué. Ce que je retire le plus moi de ce volontariat, de cet engagement, en fait, c'est ce travail en équipe et de faire un premier pas vers l'autre, que ce soit du coup au travers des collégiens qu'on côtoie ou des personnes âgées, du coup pour une première expérience professionnelle, et puis aussi ce travail en équipe, d'être avec un autre qui est vraiment différent, qui ne pense pas comme nous, qui ne va pas à la même vitesse, et du coup d'apprendre à faire, à construire ensemble, alors qu'à la base, on ne serait pas venus l'un vers l'autre pour construire quelque chose ensemble. Vous terminez en décembre 2018? Début juillet. Non, c'est un engagement de 9 mois, donc du coup, a priori, les promotions débutent en octobre et jusqu'à fin juin. D'accord. Maëlle, c'était un cas à part D'accord, un cas exceptionnel. Entré en décembre, mais la base, c'est octobre à juin. D'accord. Comme une année scolaire, à peu près. Après votre service civique, est-ce qu'on peut en faire un 2 fois ou comment est-ce que ça se passe? Alors, on peut faire qu'un seul service civique au cours de sa jeunesse. Mais on a jusqu'à 25 ans et jusqu'à 30 ans pour les personnes en situation de handicap. Une fois que vous aurez terminé, qu'est-ce que vous comptez faire? Surtout que j'ai fait le service civique à la base parce que je passe des concours de psychométricité, donc j'ai déjà fait la prépa l'année dernière et c'était avant de recommencer des études, du coup avoir des expériences, une expérience. Et puis c'est vrai que là il y a un potentiel, c'est très divers ce qu'on fait. On va chercher des sponsors, c'est vraiment riche, voilà. Et du coup, plutôt qu'après de recommencer la théorie, j'avais besoin de cette petite pause tout en travaillant mes concours d'action. Est-ce que, comme Maëlle, qui sait déjà ce qu'elle va faire après le service civique, est-ce que la plupart des personnes retrouvent soit un emploi, soit reprennent une formation? Alors oui, il y a des grands chiffres qu'on peut présenter, mais il y a environ 80% des jeunes engagés qui, 6 mois après leur engagement, ils sont soit en formation, soit en reprise d'études, soit ils ont trouvé leur premier emploi. Et aussi, parallèlement à ces compétences professionnelles développées, il y a tout l'aspect compétences humaines et sociales qui donne envie aussi aux jeunes de rester engagés après auprès d'associations ou de rester dans cet esprit de citoyenneté et de solidarité. On peut donc dire que c'est un bon point sur le CV. C'est une très belle ligne sur le CV. Donc je le rappelle,
il y a les candidatures qui sont en ce moment même. La période de sélection a débuté pour s'engager en octobre. Toutes les dates des séances d'information sont précisées sur le site unicité.fr. Il suffit simplement de s'inscrire à la séance de son choix et de venir découvrir du coup notre association. Eh bien, merci beaucoup d'avoir Merci à répondu vous. à mes questions. Je vous laisse rejoindre la régie. Merci. À bientôt. Au revoir. Et puis, il est temps pour moi de recevoir mon dernier invité, Jonathan Turet. Je n'avais pas prévu la petite virgule. Bonsoir, donc vous êtes Jonathan Turet, je le disais, vous êtes le papa d'un jeune garçon de 3 ans et demi, à peu près 4 ans, Oui, 4 ans. Oui. qui est atteint d'autisme et vous êtes soutenu par l'association Autisme Éveil. Alors je le rappelle, vous avez décidé de courir contre la maladie, comme je le disais tout à l'heure. Après vos propres 24 heures du Mans à vélo, vous avez relié Chamonix à Paris en 5 jours, toujours à vélo. Symboliquement, ce combat, il représente quoi ? Ce combat, aujourd'hui, ce deuxième projet, et on parle justement de handicap et non de maladie. L'autisme est un handicap. Et ce second projet, le but, c'était de monter sur Paris pour qu'on soit reçu par le gouvernement et puis sensibiliser ses futurs parents, les élèves, donc des lycéens, des collégiens à l'autisme. Alors, vous m'avez corrigé, ce n'est pas une maladie, c'est un handicap. Expliquez-moi, parce que visiblement, il faut faire changer le regard des gens, c'est votre objectif. Oui, tout à fait. Expliquez-vous du coup sur cette nuance. Oui, tout à fait. On parle de handicap parce qu'un enfant autiste va apprendre à vivre, ne guérira pas de l'autisme, va apprendre à vivre avec son handicap. Donc, justement, c'est pour ça qu'on parle aujourd'hui de handicap. On vous voit sur cette photo, sur votre vélo. Vous êtes arrêté dans plusieurs écoles pendant votre périple de 5 jours. Vous êtes arrêté à Beaune, par exemple, où vous avez été accueilli par les élèves de terminale. Comment est-ce que vous tentez de changer le regard des gens sur ce handicap, puisque c'est votre combat, une partie de votre combat? Justement, c'est en expliquant qu'aujourd'hui, la plupart des enfants autistes ne se voient pas physiquement, comme sur la photo qu'on peut voir là. Et justement, ils peuvent faire des crises, des cris, peuvent avoir des comportements un petit peu bizarres. Et notamment aujourd'hui, la population, elle juge notamment par rapport à ça. Donc c'est à nous aussi, parents, de faire changer ce regard sur l'autisme. Aujourd'hui, on parle de 650 000 personnes en France qui sont atteintes de ce handicap. Et notamment, d'ici 10 à 20 ans, on va dépasser le million. Donc c'est important aujourd'hui de dire à la population qu'il y a l'autisme et il faut faire prendre conscience à notre gouvernement qu'il faut vraiment faire quelque chose et aider les parents comme moi. Au-delà du regard des gens, vous aviez évoqué la difficulté des démarches administratives et l'absence de structures spécialisées. La France est en retard sur le sujet. Oui, malheureusement, on a un retard énorme comparé aux États-Unis, au Canada, des pays ou les pays du Nord, comme la Belgique. Vous avez un exemple concret de ce qui manque en France par rapport aux autres pays? Toutes les prises en charge, notamment orthophonistes, toutes ces spécialistes aujourd'hui qu'il nous faut et qui sont malheureusement payants en libéral. Et aujourd'hui, un enfant autiste peut coûter entre 800 et 3 000 euros par mois. Donc c'est vraiment très compliqué aujourd'hui. Et notamment les dossiers de la maison départementale des personnes handicapées qui sont des dossiers très complexes à remplir. Donc il faut aider ces parents. Il faut aussi ce soutien psychologique fait aux parents. Parce qu'ils se retrouvent vraiment tout seuls et c'était le cas notamment pour moi et ma femme. Vous avez rencontré la secrétaire d'État chargée des personnes handicapées. Oui. Vous l'avez rencontrée à Paris. Oui. Qu'est-ce que vous lui avez dit? C'était le but d'arriver à Paris et de parler à un membre du gouvernement, notamment à la ministre. J'ai vraiment expliqué
ma situation personnelle, la situation de tous les parents qui ont pu m'envoyer des mails, notamment les parents qui ont des petits autistes, des ados ou même des adultes notamment. Et j'ai vraiment expliqué les mauvaises prises en charge et ce retard qu'on avait en France. Et Est-ce qu'elle vous a répondu? Elle m'a vraiment stipulé que c'est une priorité aujourd'hui du gouvernement et ils vont tout mettre en place et ces choses-là pour avancer et pour qu'on comble ce retard. Aujourd'hui, ce qui est vraiment important, c'est que il faut diagnostiquer un enfant le plus tôt possible. Si on arrive à diagnostiquer un enfant le plus tôt possible, on peut mettre en place des choses pour plus tard il soit autonome. Diagnostiquer un enfant le plus tôt possible, ça veut dire que c'est rarement le cas aujourd'hui? Ça commence. On commence à diagnostiquer. Nathan, on a eu la chance de le diagnostiquer à 18 mois, à 20 mois. On a eu la chance, mais malheureusement, il y a des enfants qui sont diagnostiqués bien plus tard, à 7, 8 ans. Donc le retard est sévère, quoi. Parce que les professionnels sont... Mal formés, voire même pas du tout formés, ne connaissent pas malheureusement ce handicap. Je parle tout simplement des médecins traitants, hein, les médecins traitants, les pédiatres, qu'il faut vraiment qu'ils se forment et qu'ils arrivent à diagnostiquer un enfant. Aujourd'hui, ce n'est pas à cause de la maman qu'un enfant a un comportement un petit peu particulier. Mais aujourd'hui, c'est bien un handicap. Et notamment, aujourd'hui, ça a été la faute que j'ai pu faire au début en disant que c'était la maman, c'est à cause de la maman que mon fils était comme ça. Et aujourd'hui, je m'en veux, c'est pour ça que je fais ce projet-là. Vous parcourez tous ces kilomètres Tout à fait. À vélo. Un autre projet? Un autre projet. À court ou moyen terme? Un autre projet, on va dire, dans 2 ans, mais ça reste secret pour le moment. Toujours à vélo, je suppose. Toujours à vélo. Toujours à vélo. Merci beaucoup, Jonathan Turet, d'avoir répondu à mes questions. Je vous laisse rejoindre la régie. D'accord. Merci. À bientôt. Et puis Kimberley revient pour le rappel des titres du JT. Kimberley, on commence avec des tracts pour convaincre les habitants du Chablais. Tout à fait. En fait, ce matin, Jean-Paul s'est rendu sur place et a pu interviewer certains élus qui ont tracté pendant 2 heures, il me semble, pour convaincre les habitants du Chablais, justement, de répondre à l'enquête qui va avoir lieu le 4 juin. Et puis on passe la frontière, direction la Suisse, avec Jean-Paul Crespi, toujours. Toujours. Donc là, en fait, il a fait un reportage sur un refuge qui est un petit peu particulier, dans le sens où, en fait, c'est un refuge qui accueille des chevaux qui ont été maltraités ou délaissés par leur propriétaire. Eh bien, merci Kim. Je te dis à tout de suite pour le journal. Tout de suite, les actualités de Kimberley Trivio. Et puis nous, on se retrouve dès demain, 18h, pour un nouvel accès direct. Très belle soirée à tous.